Philippe va nous donner une communication sur l'opérage du cinéma dans les années 30, aller-retour entre film et spectacle. Et donc, tu es professeur de musicologie à la Sorbonne et à la New York University à Paris. Tu es théoricien et analyste des musiques harmoniques de la fin de la Renaissance à nos jours et spécialiste de la musique française de 1870 à 1950, jusqu'à Claude Terrasse particulièrement. Et tu consacres aussi une partie de tes recherches à l'analyse du son au cinéma qui va nous intéresser aujourd'hui. Voilà, merci pour cette présentation. Effectivement, donc, je vais parler de l'opérette dans le cinéma, l'opérette et le cinéma dans les années 30 et des allers-retours, donc dans les deux sens, puisqu'il s'agit d'allers-retours, entre les films d'une part et les spectacles. On va voir que les choses se croisent différemment. Je vais revenir un tout petit peu en arrière, mais grâce à Martin, je pourrais aller très vite, puisque finalement, dans ce retour sur l'opérette des années folles, et même j'aurais pu revenir à la Première Guerre mondiale, avec en particulier l'opérette patriotique qui s'y développe, mais je vais pouvoir aller très vite en montrant d'où on vient sur le plan de l'opérette. Et je vais faire plusieurs allers-retours justement entre le monde de l'opérette et du spectacle vivant et le monde du cinéma au cours de cette présentation. Le modèle, effectivement, des années 20 va être en partie double, mais le grand modèle, c'est Fifi. Je n'y reviens pas parce que Martin en a parlé. La seule chose que je voudrais dire, c'est que le grand changement par rapport à l'opérette des années jusqu'aux années 10, c'est que c'est une opérette dans laquelle on a énormément de passages développés. Des duos, des trios, des ensembles, et en particulier un final par acte, qui doit être un grand final développé, avec chœur, avec passage d'orchestre, avec passage de soli, etc. Et le modèle de Fifi va être un modèle complètement différent, comme Martin l'a dit, puisque là c'est la chanson, et donc on est sur un format plus court, quelque chose de directement utilisable et vendable derrière, mais d'un point de vue musical pur, beaucoup plus ramassé, beaucoup plus concis, beaucoup plus mémorisable, puisqu'au lieu de longues mélodies très différentes, on a un couplet, un refrain, et on peut le comprendre assez vite. Alors pour autant, les années 20 ne sont pas monolithiques sur le plan de l'opérette, puisque si on a le modèle christiné d'un côté avec Fifi, et puis Dédé, et puis quantité d'autres choses, on a une sorte de contre-modèle qui va être le modèle Yvain. Maurice Yvain, beaucoup plus, si vous voulez, travailler à l'ancienne, si l'on veut, qui va avoir une grande importance aussi. Et comme je l'ai écrit, le visage de l'opérette va être plus divers dans les années 30, avec ces deux modèles qui prennent beaucoup plus de place. Et en particulier, je cite Honegger, une phrase qu'on cite assez souvent, qui disait à propos d'Yvain, « Un final d'Yvain s'est ficelé comme un final d'Haydn, ce petit musicien est un maître ». J'adore cette citation. Et Yvain n'est pas seul dans les années 30, puisqu'il y a un certain nombre de compositeurs, soit qui sont passés par le conservatoire, soit qui sont passés par des musiciens qui étaient au conservatoire. Je pense à Marcel Lattès, à Gaston Gabaroche ou à Louis Betz, qui sont tous les trois, élèves ou anciens élèves de grands compositeurs. Et puis je voudrais juste souligner deux points qui sont les changements des années 30. D'une part, c'est que la référence au jazz n'est plus obligatoire. Autant il était très difficile d'y échapper, alors il faudrait revenir à ce qu'était le jazz, ou plutôt, comme disait Auric, ce que nous crûmes être le jazz à cette époque-là, ou à ces époques-là. Et puis, la deuxième chose, en plus de cette spécificité française, cette idée de présenter pour certains compositeurs une influence qui reste plus exclusivement française, il y a aussi tout ce qui va venir de l'Amérique du Sud et des Caraïbes, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'ouverture vers le Sud qui va se manifester à la fois par le tango, qui devient présent dès les années 25, je pense à Messager par exemple, mais aussi on le retrouve dans quantité d'autres genres. Et puis, on le verra avec Toi c'est moi, une grande influence aussi d'un certain nombre de danses qui viennent plus du Sud ou de la Caraïbe que du Nord. Voilà, donc du coup je peux aller très vite, merci encore une fois, pour cette présentation qui nous fait gagner du temps. Je vais aller assez vite aussi sur la partie suivante, où après le muet, parlons du cinéma parlant, donc on oublie les spectacles et on passe du côté cinématographique, pour voir un petit peu ce qui s'est dit sur le plan théorique. Je vais aller très vite là aussi, en prenant 2-3 exemples qui montrent qu'on a deux points différents. D'une part, la référence au théâtre. On va souvent revenir sur Pagnol, tout ça est assez connu, donc je peux le faire assez rapidement, mais dans un texte assez connu, Pagnol
et énonce 4, ce qu'il appelle conclusions. Les 2 premières relatives au muet. 1. Le film muet était l'art d'imprimer, de fixer et de diffuser la pantomime, et son corollaire, la 2e, qui dit « mais le cinéma la transfigure » ou l'oblige à se transfigurer. Et puis la même chose pour le cinéma parlant. 3e conclusion, dit-il, le film parlant est l'art d'imprimer, de fixer et de diffuser le théâtre. Et corollaire, la 4e conclusion qui dit que le théâtre doit se renouveler. Ce qui lui donne ce qu'il appelle le premier principe de réalisation. Toute la technique particulière du muet, qui avait pour but de remplacer la parole, ne peut servir à rien dans un film parlant, ce qu'il peut exprimer sous une autre forme. Tout film parlant que l'on peut projeter en muet et qui reste compréhensible est un très mauvais film parlant. Et un second principe qui a l'air assez contradictoire avec le premier, puisqu'il dit « Tout film qui porte à l'écran une pièce de théâtre et qui n'ajoute rien à l'expression de cette pièce de théâtre est un très mauvais film parlant ». Mais on peut comprendre ça par rapport à sa 4e conclusion, c'est-à-dire l'idée que le théâtre doit être repensé, doit se renouveler avec les ressources nouvelles que le cinéma, et en particulier le cinéma parlant, c'est de celui dont il parle en 1933, permet à ce moment-là. Je passe vite sur Jacques Feder, qui a déjà été mentionné comme réalisateur dans les précédentes communications, qui lui, sur un mode mineur, va être critique de ce qu'on vient de lire ici. Il dit « Je vais plus loin, le film parlant comporte toutes les possibilités d'un art cinématographique élargi, délivré enfin des sous-titres, augmenté de toutes les émotions sonores, et plus loin. Un drame cinématographique sonore est avant tout du cinéma, et non du théâtre photographié. » Donc on voit ici qu'il y a une distance par rapport à ça, et on irait encore plus loin, et finalement on voit tout le spectre qui existe entre ceux qui sont influencés directement par le théâtre et ceux qui le rejettent, avec ces longues citations d'Abel Gans que vous voyez derrière moi, et que je vous laisse découvrir pour l'essentiel. J'en reprendrai juste une qui fait ma transition, qui est le moment où il dit « Il est tellement plus facile de s'inspirer de ce qui existe déjà que faire table rase de ce que l'on sait, de recommencer. » Alors justement, ça m'amène à la partie suivante sur le cinéma non plus parlant, mais le cinéma chantant. Et là, je ne vais pas en faire la théorie, mais je voudrais m'attacher avec vous à quelques-uns de ces modèles. Il est clair que, comme le disait Abel Gans, il est plus simple de s'inspirer de ce qui existe déjà, et c'est précisément ce que l'on va avoir en grande partie ici. À nouveau, décentrons-nous, j'oublie le cinéma et je reviens au spectacle vivant, et je vous emmène dans cette angoisse qui saisit les gens qui font du spectacle vivant avec l'apparition du cinéma parlant et du cinéma chantant. En particulier, je donne la parole à Franoin qui à la fois a écrit lui-même des opérettes, c'est un librettiste, mais ça c'est plutôt avant la Première Guerre mondiale. Dans les années 20 et 30, c'est avant tout une des figures incontournables de l'Écho de Paris, et quelqu'un qui va s'occuper de chroniques, de critiques de théâtre, et quelqu'un qui reste très important. Et dans le tout début du cinéma sonore, il y a une inquiétude, comme je le disais, qui s'empare des théâtres, et dont il se fait l'écho, je trouve qu'il capture bien l'air du temps, dans cette chronique de 31. Il dit « Fredonnerons-nous et entendrons-nous fredonner tout cet hiver, je reviendrai demain matin » de l'opérette Encore 50 centimes, M. André Bard nous le propose, et l'on sait que depuis quelques années, M. Bard a acquis une ingéniosité et une autorité singulière pour découvrir et imposer le refrain de la rue, de l'atelier, du quai de métro ou du cabinet de toilette. Mais une concurrence redoutable pour l'opérette en vogue est née du film parlant et chantant. Et c'est maintenant au cinéma que les gens apprennent à chanter « Tout est permis quand on rêve » et autres couplets obsédants. Et ceci n'est sans doute pas un des aspects les moins préoccupants et graves de la question du théâtre et du cinéma. Alors, c'est le premier point que je voudrais développer un petit peu. Effectivement, cette crainte, elle est fondée, entre autres, sur le fait que le cinéma prend des parts de marché, si je puis dire, prend des spectateurs au théâtre, et en particulier au théâtre chanté. Et la deuxième chose, c'est que ce sont les mêmes, en particulier pour les musiciens, qui vont se retrouver à officier dans les deux genres. Ici, j'ai mis une toute petite chronologie, je vais m'intéresser essentiellement au tout début de la période. Raoul Moretti, en 1930, triomphe sur les scènes, alors il a déjà triomphé avant, mais il triomphe sur les scènes en 1930 avec une opérette qui s'appelle « Six filles à marier », et la même année, c'est lui qui écrit les deux chansons de Sous les toits de Paris, et en particulier celle qui s'appelle « Sous les toits de Paris ».
En 1931, c'est encore plus vrai, que c'est une toute petite année pour la comédie musicale sur scène ou pour l'opérette sur scène, mais par contre, ceux qui étaient déjà présents et vont rester présents sur les scènes, Georges Van Parijs et Maurice Yvain, par exemple, vont accumuler les plus grands succès que vous découvrez ici. Tous ces films contiennent des chansons, et ces chansons ont été les grands succès de 1931, ou une partie des grands succès de 1931. On va retrouver ça après. Cette fois-ci, je vois maintenant comment l'opérette, le spectacle, se retrouve éventuellement transposé sur le film. Donc ce premier mouvement, de l'un vers l'autre, se retrouve, et à tout seigneur, tout honneur finalement, dans les années 30, c'est Mamselle Nitouche d'Hervé qui se retrouve sur la scène, à l'écran d'un cinéma, avec le film d'Allégret. Et vous trouvez un certain nombre d'autres œuvres ici, certaines de Moretti, de Gabaroche, de Reynaldo Hahn aussi, qui soit ont été créées directement dans les années 30, avec par exemple Un soir de réveillon, c'est l'adaptation la plus rapide, créée en 1932, qui devient un film dès 1933, et puis des choses qui sont plus anciennes, évidemment Mamselle Nitouche, mais même Ciboulette, qui date de 10 ans auparavant, quand elle devient un film. Ici, c'est le premier mouvement. Ce qui est intéressant, c'est que l'autre mouvement va exister aussi, moins fréquemment, mais il existe. C'est le mouvement qui va du film vers l'opérette. Deux cas, La Poule, qui est d'abord un roman de Duvernoy, qui date, si je me souviens bien, de 1931, qui devient un film de René Guissard en 1932, et c'est un succès qui, du coup, va amener à une extension pour le faire venir sur scène. Et en 1936, ça va devenir une opérette, avec développement évidemment des chansons, puisqu'on ne fait pas une opérette avec les quelques chansons qui sont dans un film. Autant on dégraisse la partie musicale quand on passe au cinéma, autant il faut l'amplifier quand on passe à la scène. Et ça va être le cas avec Simone est comme ça, de la même manière. Le film de Charles Anton de 1932 avait une musique de Raoul Moretti, et devant le succès, là aussi, quelques années plus tard, Moretti retravaille sa partition avec ses librettistes qui vont la développer aussi, et peut-être que Jean Boyer fera partie des gens qu'on mentionnera encore dans ce colloque, pour en faire une partition qui va devenir plus importante. Donc ça, c'est le premier point, mais comme je voudrais garder du temps pour parler un petit peu des films eux-mêmes et vous les montrer, j'enchaîne assez vite, et en particulier, je n'évoquerai pas mon cher Charles Queclin, je ne peux pas ne pas parler de lui, mais vous pourriez vous dire qu'est-ce que Charles Queclin vient faire là-dedans, un musicien sérieux dans l'opérette et l'opérette cinématographique. Eh bien, d'une part, pour dire que les gens sérieux s'y intéressent. Et la revue musicale, en 1935, consacre un numéro au film sonore, et dans le film sonore, vous avez un article de Charles Queclin. J'ai pas le temps, je le garde pour les questions si vous voulez, ou pour la partie suivante, dans lequel il va parler du film opérette. C'est lui qui qui écrit ce mot dans la revue, et on voit qu'il connaît Le Congrès s'amuse, qu'il connaît toutes sortes de films comme ça, dont il était en partie fan, c'est-à-dire c'était un grand fan de Liliane Harvey, donc ça va se retrouver dans ses préoccupations. Je passe aussi ce grand théoricien, un de ses premiers théoriciens du film, qui est Béla Ballas, qui dit des choses très très intéressantes qui nous concernent, je trouve. J'en extrais juste une et on y reviendra si vous voulez. Il dit « Le timbre de la voix nous importe plus au cinéma que ce qu'elle dit ». Voilà, je vous laisse méditer ça un instant, et j'en viens à ce passage du cinéma muet au cinéma chantant en plusieurs parties. D'abord, pour essayer de comprendre, on pourrait... c'est ce qui a déjà été tenté à plusieurs reprises, de s'intéresser à la nomenclature variable des genres. Alors on trouve dans le film lui-même, dans les crédits initiaux, soit tiré de la pièce, d'après la pièce, etc., etc. Ou pour ce qui nous concerne, cette fois-ci, je reprends les films musicaux. Dans les films musicaux, vous trouvez, vous le voyez encore une fois derrière moi, opérette filmée ou bien un parlant, et là il y a eu une ellipse du mot film, c'est directement le parlant, ou bien d'après, et vous le voyez derrière moi. Mais dans cette petite liste, il y en a au moins 3 qui posent problème et sur lesquels il faut s'arrêter un instant. Chacun sa chance est dite opérette filmée. Et je trouve ça très intéressant parce qu'il n'y a pas d'opérette préexistante qui s'appellerait Chacun sa chance. C'est directement fait pour le cinéma, et du coup, c'est peut-être ça, vraiment, une opérette filmée, quelque chose qui a été pensé de manière pure, si je puis dire, pour le cinéma, et non pas comme l'adaptation de quelque chose de préexistant. On trouve le phénomène inverse avec une sorte de petit mensonge quand même pour Un soir de réveillon, d'après la pièce 2, est-il dit dans les crédits
c'est pas une pièce, c'est une opérette pour le coup. C'est assez étrange de reprendre ça, d'autant plus que c'est la musique qui est utilisée, la musique de l'opérette qui est utilisée dans le film. Et puis enfin, on a déjà dit un petit mot des films de Pils et Tabet, où on a Toi c'est moi, qui est d'après, est-il dit, la célèbre opérette, et Prends la route, qui est intitulé film opérette, et là encore on est je dirais dans le pur film opérette, puisqu'il n'y a pas d'opérette préexistante, c'est un film, comme on l'a déjà dit, film tu le disais tout à l'heure, qui a été pensé directement pour le cinéma. Alors, la nomenclature, c'est une chose, mais ce qui va être intéressant, c'est de voir comment ça se passe d'un point de vue technique. Et de ce point de vue, le passage du cinéma muet au cinéma chantant ne se fait pas directement. C'est vraiment ce que j'ai appelé une transition à étapes. On voit des éléments qui sont empruntés au théâtre, empruntés au spectacle d'opérette, d'autres choses qui sont empruntées au cinéma muet, et puis plein de choses qui vont être des inventions. Mais tout ça se fait, si vous voulez, un peu cas un cas, finalement, quand les gens les inventent. Phil et Marie, dans leur livre qui a déjà été mentionné, et qui le sera encore dans ces 2 journées, parlent en particulier du dispositif initial de Chacun sa chance, qui est très emprunté au théâtre. Du coup, ça me dispense d'en dire plus long, comme on disait chez Offenbach, et simplement de vous en montrer on est juste après le générique et les cartons qui ont été montrés, et voici ce qui se passe. Et maintenant, assez de titres. Puisqu'il s'agit d'un film parlant, il vaut mieux commencer à parler. Mesdames, messieurs, j'ai l'honneur de vous présenter Mademoiselle Renée Héribel et mon meilleur ami, André Urban, dans les rôles de la baronne et du baron de Monteuil. Mademoiselle Gaby Basset et Monsieur Jean Gabin, dans les rôles de Simone et de Marcel Griveaux. Vous voyez tout ce qu'il y a de théâtral dans cette présentation, n'est-ce pas? On a le rideau de scène, on passe devant, et ça va rester encore comme ça pendant quelques minutes, puisque juste après, on a l'ouverture qui est jouée, et on voit l'orchestre, le chef, et on voit même un public imaginaire, enfin non, qui est un public de figurants, disons, et c'est seulement après ça qu'on va franchir le 4e mur, et dans le sens inhabituel, et rentrer dans l'œuvre et ne plus en sortir par la suite. Une autre chose dans ce dialogue entre le film chantant et ses modèles éventuels va se trouver avec Sous les toits de Paris. Dans Sous les toits de Paris, une des particularités du film, il y en a pas mal, c'est que les chansons sont exclusivement diégétiques. Il n'y a pas de chansons extra-diégétiques dans le film, le dispositif, et finalement c'est presque une rareté, et le fait qu'on a ce chanteur des rues que vous voyez au fond à droite dans cette scène qui finalement rassemble une partie de la population, et puis l'accordoniste qu'on voit encore moins, et dans une autre scène ici on est un peu plus près, qui va apprendre sa chanson au public et puis vendre la petite feuille qui va avec. Alors, le fait qu'elle soit exclusivement diégétique est intéressante, mais quand les gens revenus chez eux chantonnent, mémorisent, reprennent la chanson, eh bien René Clair trouve un dispositif très ingénieux qui là aussi fait que cette chanson va rester diégétique dans toute cette scène juste après l'apprentissage où tout le monde y revient. On se rapproche un peu le besoin de rien près de ça. C'est ainsi que chacun on comme. Et vous voyez, dans cette mise en scène virtuose, on reste dans une musique diégétique, alors même que c'était pas si évident que ça de le voir. A l'inverse, pourrais-je dire, on a toujours Sous les toits de Paris de nombreuses scènes qui sont du mimeodrame et qui finalement nous ramènent plus vers le cinéma muet, qui est la grande tradition du moment, qu'à quelque chose qui serait différent. Ici, à part, alors je choisis une scène, mais j'aurais pu en choisir 10, à part le Louis initial, vous allez voir que tout est fait pour qu'on reste dans le silence, donc ça me permet de continuer à parler, attention. Oui. Et ici, il n'y a pas de problème de diffusion, c'est vraiment
du muet. Voilà, et vous voyez que dans la scène suivante et dans l'autre où on va revenir, on a quantité de choses qui sont comme cela. À ce point de ma réflexion, je me disais, finalement, dans Sous les toits de Paris, en essayant de peser ce qui était du parlant et ce qui peut-être revenait encore de la tradition du muet, eh bien, on avait un film muet dans lequel tout le mimodrame, qui est très très important, était issu du muet, mais avec une musique qui était synchronisée, puisque finalement dans le cinéma, avec le son synchrone, c'est ça qui est permis, et dans lequel les chansons étaient finalement, par le fait qu'elles étaient diégétiques, la seule chose qui était vraiment très différente de ce qu'on pouvait avoir dans un film muet, et l'autre chose qui était cette idée que René Clair supprimait les intertitres et donnait à dire comme dialogue ce que d'habitude on avait mis dans ces intertitres. Alors, vous savez, quand on fait de la recherche, il y a des grands moments de solitude où on ne trouve rien, puis il y a 2-3 moments où on est content de soi. Et là, j'étais content de moi, je l'avoue, humblement, me dire, mais je trouve ce truc-là drôlement intéressant, je vais avoir quelque chose à raconter quand je retrouverai les gens du colloque. Si je vous le confie comme ça, c'est parce que j'ai dû en rabattre, je vais y venir dans un instant. Alors, ce qui est intéressant, effectivement, mais j'entretiens le suspense une minute, c'est que dans le film de René Clair, il y a très peu de dialogue. Ici, j'ai choisi à la fois Chacun sa chance et Sous les toits de Paris, 2 films de 1930, et j'ai choisi la même taille et le même placement. Juste après la chanson initiale, eh bien, voilà 3 minutes 45 de texte retranscrit ici. Vous voyez, ça correspond à 3 fois rien, puisqu'il y a juste ça, avec un petit trou entre les deux, et puis comme je l'ai écrit, ici, il y a une altercation qui commence, et tout le reste de l'altercation est muette, et le moment où l'argent est pris, rendu et accompagné d'une musique extra-diégétique, sans aucun bruit, sans aucune parole audible, alors qu'on voit les personnages échanger des paroles. Et regardez bien, j'ai gardé la même mise en page, la même police, etc., pour Chacun sa chance, et le même moment, enfin l'équivalent. Et voilà ce que ça donne en 3 minutes 45 dans Chacun sa chance. Vous avez tout ça comme texte, et attention, vous n'avez pas tout vu, il y en a encore une colonne après. Et René Clair lui-même, en fait, dans le fond, prévoyait ça, puisqu'il écrit dans ce texte, qui est avant, puisqu'il est de 1929, il dit « L'actuelle revanche du verbiage usé, le retour au vieil esclavage de la parole, voilà le danger vers lequel nous conduit une invention admirable en soi, mais dont les effets peuvent être désastreux. » Et donc, il a effectivement peur de ce qui peut se passer. Alors, j'ai agrandi un tout petit peu pour vous ce qui est peut-être ce verbiage usé, ce retour au vieil esclavage de la parole. Voici la toute première scène que j'ai transcrite avant de Chacun sa chance. Et est-ce que ces paroles disent grand-chose, à part le nom du personnage, d'un des personnages? Allô? Allô? Monsieur? Ah non, je vous demande pardon, monsieur, ce n'est pas vous que j'appelle, c'est le portier, monsieur. Merci, monsieur, pardon, monsieur. Portier! Portier! Ah, est-ce que vous avez mes plaques? Quel nom s'appelle? Le baron de Monteuil. Je passe. Là-dedans, à part le nom du baron de Monteuil, peut-être que tout le dialogue aurait, on va dire, subi la colère de René Clair, alors qu'ici, il est présent. Et ma joie donc a été de courte durée parce que juste après, on lit ça chez René Clair, il me dit « Il ne serait pourtant pas impossible de donner la parole à l'image sans renoncer aux conquêtes du cinéma silencieux. Imaginons un film où le texte parlé prendrait la place du texte écrit des sous-titres. » Et ma découverte de 2020 était en fait quelque chose qu'un siècle avant, René Clair avait déjà dit, donc en fait il suffisait de le retrouver au lieu de chercher comme ça. Je voudrais continuer pendant encore quelques minutes à parler avec vous de ce qu'il y a de nouveau dans ces choses-là. Et en particulier dans cet usage de la musique au cinéma, on a dans Le Million, qui est le film suivant de René Clair, l'apparition de chœurs parlés et rythmés. Ça, c'est quelque chose de tout à fait étonnant. Écoutez, on peut suivre, on pourrait écrire la partition de ceci. Vous ne pourriez pas nous donner quelques explications? Vous voulez l'explication? Soit. Nous voulons bien vous faire le récit de l'incident qui se termine ici. Mais si l'on veut comprendre cette histoire,
Le cours du temps doit faire demi-tour. Prenez patience et quelque chose à boire. Et revenons au début de ce jour. Prenez patience et quelque chose à boire. Et revenons au début de ce jour. C'est d'une grande virtuosité dans ce passage du parler rythmé, parler presque chanté et parler chanté et choral, là, en 30 secondes, avec quelque chose de tout à fait magnifique. Il y a dans le million quelque chose peut-être d'encore plus intéressant. Alors, Phil et Marie soulignent dans leur livre qu'on a beaucoup écrit sur René Clair, donc c'est pas étonnant que j'y revienne aujourd'hui, même si beaucoup de choses ont été dites, c'est le fait que certains des chœurs et des chants sont du registre métadiégétique. Alors vous savez qu'entre ce qui est diégétique et ce qui est extradiégétique, eh bien, il y a ce métadiégétique qui est la pensée d'un personnage spécial, donc le son, la musique, les paroles qu'il entend éventuellement tout seul. Et on l'a à plusieurs reprises dans le film, je ne vais pas vous les montrer toutes, et ça je trouve que c'est intéressant parce que le grand Sergio Michelli, évidemment j'ai ouvert le Michelli avant d'aller plus loin, parle de ce niveau métadiégétique, mais il le voit surtout comme typique de l'après-Seconde Guerre mondiale. Après, soyons justes, il dit quelques exemples de niveaux médiatisés se trouvent déjà dans le cinéma muet. Mais il parle surtout de théoriciens et de compositeurs, en particulier italiens, de l'après-guerre, et les exemples qu'il donne sont des films des frères Taviani des années 70, ou bien Milos Forman, Kieslowski, et si vous ouvrez cette fois-ci le Gorman, dans Unheard Melodies, elle fait référence à un article qu'elle a consacré au Notti di Caviria de Fellini, dans lequel elle parle aussi de ce niveau médiatisé. Mais le niveau médiatisé, il est déjà dans le million, où le personnage, lorsque la première fois, quand il se fait coffrer par la police, eh bien, il s'interroge, et il s'interroge muettement. Je vous montre la scène. Michel, Michel, que vas-tu faire? Quand seras-tu millionnaire? Le temps passe malgré tes cris. Le compteur a marqué le prix. La victoire était toute proche. Ton veston vole dans Paris. Et ta fortune est dans sa poche. Le veston vole dans Paris, une fortune est dans sa poche. Dans une autre scène que je n'ai pas le temps de vous montrer, on retrouve à nouveau un chœur métadiégétique qui est en quelque sorte le dialogue de la conscience entre le bien et le mal, puisque un des personnages a commis une mauvaise action pour son ami, que je n'ai pas le temps de vous montrer. Je n'ai pas plus le temps de vous montrer le grand duo auquel il est déjà fait référence dans pas mal d'ouvrages. Nous sommes seuls dans la forêt, où on a un dispositif double, le chanteur et la chanteuse sur scène qui chantent un certain nombre de choses, et les deux héros principaux qui sont coincés derrière la scène, enfin, de manière qui pourrait être visible s'ils bougent, et qui sont contraints de rester silencieux, mais qui, finalement, le duo exprime ce qu'ils ont envie de voir penser à leur aimé, puisqu'on est à un moment de querelle. Voilà, donc ça c'était ici. Et enfin, c'est l'exemple que je vais vous montrer. On a une scène bruitée de manière irréaliste. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que une musique extradiégétique accompagne d'abord la scène et disparaît, laisse la place à un environnement bruité, extradiégétique, lui aussi. Un son extradiégétique, c'est finalement très rare. Ici, on en a un, je vous montre juste le début. Alors, il y a déjà une scène musicale, je vous en ai mis que la fin. On passe de l'une à l'autre très facilement avec ce bruitage extradiégétique, encore une fois, qui est une curiosité, même si on la retrouvera par ailleurs. Un des éléments les plus importants, et je le signale à propos de Toi c'est moi, c'est que, et finalement c'est ce qui se passe dans ces années 30, c'est que les trois éléments sonores, la parole, le bruit et la musique, sont très souvent séparés.
et n'empiètent guère l'un sur l'autre. Et finalement, en tout cas en 1930, on voit que petit à petit, c'est ça qui va se passer. C'est-à-dire que ici, on trouve dans Toi c'est moi, au moment où ils arrivent près du paquebot, la musique qui est polluée en quelque sorte par le bruit, et ça va devenir extrêmement fréquent par la suite. Je voudrais juste en conclusion évoquer quelques comparaisons chiffrées avec ce tableau un petit peu raide, mais que je vais commenter brièvement. D'abord, l'utilisation de la musique diégétique reste très minoritaire. Hormis Sous les toits de Paris, on ne sent pas qu'il y ait vraiment une volonté de lui faire une place. Et puis, la place de la musique semble évoluer sur la période. Évidemment, il faudrait étendre tout ça, mais je me fonde aussi sur un certain nombre de choses que j'ai lues. La musique, en particulier extra-diégétique, est de plus en plus présente sous les dialogues, donc mélangée au dialogue avec cette combinaison des trois éléments. Et puis, l'utilisation d'une musique surtout extra-diégétique, donc sans parole, ça c'est ce qui était typique du muet, va disparaître à peu près complètement, sauf encore une fois chez René Clair, chez qui il y a une posture, disons, esthétique absolument volontaire. Et enfin, ce qui nous ressemble sur notre sujet, la préexistence d'une opérette ne garantit pas que c'est là qu'on trouvera le plus de musique, ni le plus de chant. Et dit autrement, on ne peut pas se fier ni à l'origine du film, opérette, pièce de théâtre, etc., ni à la manière dont il est qualifié par ses auteurs pour inférer la place de la musique, et en particulier du chant dans le dit film. Si c'est dans Le Million, qui est dit comédie musicale, qu'on chante le plus, c'est dans Toi c'est moi, inspiré d'une opérette pourtant, qu'on chante le moins. Donc on ne peut pas se fier à tout ceci. Les allers-retours entre spectacle et film imposent le même travail aux musicologues, c'est-à-dire cet aller-retour entre les spectacles et les films. Comme ce sont en grande partie les mêmes compositeurs qui triomphent à la scène et sur l'écran dans les années 30, il est souhaitable de les étudier conjointement et de mettre au jour les dynamiques identiques ou parfois contradictoires qui animent les deux arts. Si le cinéma chantant a pris sinon modèle, du moins appui sur l'opérette, il a également influencé son aîné, je l'ai montré par les allers-retours qu'on trouvait. Par ces quelques aperçus, on voit la grande créativité des genres légers, trop souvent sous-estimés par le milieu académique. L'utilisation de la musique et des bruits de manière diégétique, extra-diégétique, méta-diégétique, l'utilisation de chœurs parlés, de bruits irréalistes extra-diégétiques, d'expérimentation dans la lutte qui s'est poursuivie après entre paroles, chant et musique, les éléments séparés au début des années 30 qui se retrouvent conjointement ensemble, tout ça montre que, alors qu'on regarde souvent du côté du drame et de la tragédie, si on regardait un petit peu plus souvent du côté de l'opérette ou du film comique, ou même du film musical, on trouverait des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Et enfin, ce sera ma conclusion. N'oubliez ni la comédie, ni l'opérette, ni le cinéma populaire dans nos études réservent à coup sûr de belles découvertes aux chercheurs et aux chercheuses d'aujourd'hui et de demain. Merci.